tu prévois un voyage au Japon en 2026, attends un peu avant de cliquer sur réserver et prends quelques minutes pour regarder cette vidéo parce qu'il y a des nouvelles règles en place qui risquent d'impacter ton vol, ton shopping et même ton entrée dans le pays. Dans cette vidéo, je t'explique les 5 changements majeurs à connaître avant de partir et puis un petit bonus à la fin de la vidéo sur la meilleure période pour visiter le Japon en 2026. Allez, c'est parti. Point numéro 1, les nouvelles règles sur les batteries et les powerbanks. On commence avec une règle toute fraîche que beaucoup de voyageurs ignorent encore. Depuis juillet 2025, il est interdit de placer les batteries externes dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges. Donc oui, même si tu as l'habitude de placer tout ce qui est électronique dans ton sac en cabine, ta batterie doit maintenant rester sur toi, dans ton sac personnel ou dans ta poche. Alors si tu te demandes pourquoi, c'est simple, il y a eu plusieurs incendies liés à des batteries externes laissées sans surveillance dans les avions. Donc le Japon, comme d'autres pays d'ailleurs, a décidé de renforcer les règles de sécurité. En ce qui concerne les batteries externes, voici ce que tu dois retenir. Si ta batterie externe fait moins de 100 Wh, tu n'as pas de limite, mais tu dois la garder sur toi. Si ta batterie fait entre 100 et 160 Wh, dans ce cas-là, il y a une limite maximum de 2 batteries par personne. Et si ta batterie fait plus de 160 Wh, tout simplement, c'est interdit de la prendre en vol, même dans ton compartiment à bagages. Ces règles s'appliquent à toutes les compagnies japonaises, que ce soit ANA, JAL ou même Pitch. Et je te conseille quand même de faire attention puisque depuis la mise en place de cette règle en juillet 2025, il y a eu déjà plusieurs cas de voyageurs qui se sont fait confisquer leur batterie à l'embarquement parce qu'elle dépassait la limite. Donc avant ton départ, prends quand même 30 secondes pour vérifier la capacité indiquée sur sa batterie. Normalement, c'est écrit juste derrière ou alors tout simplement sur la boîte. C'est un petit détail, mais ça peut t'éviter une belle galère juste avant ton vol. Point numéro 2, le nouveau système d'entrée rapide dans les aéroports japonais. Si tu es déjà passé par l'aéroport de Narita ou l'aéroport international du Kansai, tu sais que l'arrivée au Japon, elle peut être longue. D'abord, la file pour l'immigration, puis une autre pour la douane, et quand on s'est déjà tapé 14 heures de vol, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer tout de suite à l'hôtel. Et bien justement, depuis avril 2025, il y a une petite astuce qui te permet d'aller beaucoup plus vite, parce que dans les grands aéroports japonais, comme celui de Narita, de Haneda ou celui du Kansai, ils ont mis en place un système d'entrée unifié qui est bien plus rapide. Le principe est simple, tu t'inscris avant ton vol sur le site officiel, tu remplis tes infos, passeport, vol, adresse de séjour, déclaration de la douane, et en arrivant, tu arrives sur une borne automatique et tout se fait automatiquement en une seule étape. En gros, immigration, douane et photo, c'est plié en quelques minutes. J'ai déjà des potes qui venaient de France, qui l'ont testé en période touristique et qui m'ont dit qu'ils sont allés mais beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est pas négligeable, surtout quand tu viens de faire 14 heures de vol. En plus, c'est gratuit, ça marche pour la plupart des nationalités et tu peux le faire depuis le site Visit Japan Web. Je te mets le lien dans la description. Franchement, pour ton voyage, si tu veux éviter de faire 1 heure de queue après l'atterrissage, fais-le avant ton départ. Ça prend 5 minutes à remplir et tu débarqueras au Japon beaucoup plus serein. Avant de passer au point suivant, si jamais tu découvres ma chaîne et que tu aimes ce genre de vidéos comme ça, conseils sur le Japon, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Pour une petite chaîne comme la mienne, ça fait une grande différence. Point numéro 3, la fin de la détaxe directe en magasin. Si tu as regardé ma vidéo sur les changements du duty free au Japon, tu ne seras pas surpris qu'à partir du 1er novembre 2026, il n'y aura plus de détaxe immédiate directement en magasin. Jusqu'à présent et jusqu'en novembre 2026, quand tu achètes quelque chose au Japon, que ce soit un appareil électronique, des cosmétiques ou des snacks, dans les boutiques duty free, le vendeur retire directement la TVA à la caisse quand tu présentes ton passeport. Eh bien ça va être terminé. À partir de novembre 2026, tu paieras la TVA de 10% en magasin et puis ensuite tu devras te faire rembourser à l'aéroport avant ton vol retour. Le système va fonctionner un peu comme ce qui se fait en Europe actuellement, c'est-à-dire que tu gardes tes tickets, tu vas à la borne au guichet des taxes à l'aéroport et tu récupères le montant avant d'embarquer. Alors oui, c'est moins pratique que ce qu'il y a actuellement, mais bon, au moins il n'y aura plus besoin de mettre tous les produits dans un emballage scellé qu'il fallait garder intact jusqu'à ton arrivée. Et tu peux acheter même librement, même pour des petits montants. Par contre, attention, si tu dépasses les 1 million d'yens, les autorités te demanderont obligatoirement ton passeport pour vérification. Moi, ce que je te conseille, si tu fais beaucoup d'achats en duty free,
pense quand même à prévoir 20 à 30 minutes de marge quand tu vas arriver à l'aéroport pour faire toute la procédure. C'est clairement un changement anticipé si tu comptes faire beaucoup de shopping au Japon et ce serait dommage de s'en priver, surtout maintenant alors que le yen n'a jamais été aussi faible par rapport à l'euro. Point numéro 4, l'augmentation de la taxe de départ et des frais de visa. Si tu prévois un voyage au Japon en 2026, sache que le gouvernement japonais envisage d'augmenter plusieurs frais liés à l'entrée et à la sortie du pays. Alors d'abord, la taxe de départ, c'est quoi? C'est une taxe de 1000 yens que tout le monde paie automatiquement, que tu sois résident étranger ou japonais quand tu quittes le Japon et qui est prélevée automatiquement sur le montant de ton billet d'avion. Le problème pour le Japon, c'est que ce montant de 1000 yens, il est resté le même depuis l'introduction de la taxe en 2019, alors que la moyenne internationale est beaucoup plus élevée. C'est pour ça que le gouvernement japonais prévoit une hausse significative de cette taxe. Aujourd'hui, on parle entre 3000 et 5000 yens, c'est pas encore décidé, pour se rapprocher de ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis. Comme ce sera inclus directement dans le prix de ton billet d'avion, je pense pas que tu verras une grosse différence, mais par contre, pour les Japonais ou les résidents comme moi qui veulent faire un petit voyage en Corée du Sud ou à Taïwan, là tout de suite sur un petit montant, l'augmentation se fera beaucoup plus ressentir. L'objectif de cette hausse pour le Japon, il est simple, financer les mesures contre le surtourisme et améliorer les infrastructures touristiques et aéroportuaires. Sans compter que, évidemment, vu que les touristes n'ont jamais été aussi nombreux au Japon, ça va faire augmenter les recettes publiques. Et c'est pas la seule chose que le gouvernement japonais prévoit d'augmenter, puisque les frais de visa sont aussi en cours de révision. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, un visa à entrée simple, ça te coûte 3000 yens, et un visa à entrée multiple environ 6000 yens. Et comme ce sont des prix qui sont assez bas, le ministère des Affaires étrangères souhaite donc les aligner sur les prix internationaux et potentiellement aller jusqu'à 10 000 voire 15 000 yens. Et là, t'écoutes ça, tu te dis, mais attends, mais c'est bizarre, moi, j'ai jamais payé mon visa. Et oui, parce que cette mesure ne concernera pas les ressortissants des pays exemptés de visa comme la France, la Suisse, la Belgique, etc. Mais pour tous les autres pays comme le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal par exemple, les frais d'obtention de visa risquent de grimper en flèche en 2026. C'est pas dramatique, mais c'est un budget supplémentaire à anticiper si jamais tu es concerné par cette mesure. Point numéro 5, qu'est-ce qui t'attend au Japon en 2026 ? Après toutes ces restrictions et ces augmentations, on termine sur une note un peu plus légère parce que 2026 s'annonce comme une année incroyable pour le Japon avec plusieurs événements majeurs qui vont attirer pas mal de monde. En 2025, on avait eu le droit à l'Expo universelle d'Osaka. Et bien en 2026, c'est Nagoya cette fois qui va accueillir les Jeux asiatiques de 2026 qui auront lieu du 19 septembre au 4 octobre. C'est la première fois depuis plus de 30 ans que le Japon accueille cet événement qui réunit des milliers d'athlètes venus de tout le continent. On parle déjà d'un afflux massif de visiteurs, donc attention, si tu voyages dans cette période, prévois à l'avance hôtel, train et avion parce que tout risque d'être pris d'assaut. Ensuite, à Tokyo, on a une grande réouverture qui est très attendue. C'est le musée Edo Tokyo qui rouvre enfin ses portes au printemps 2026. Il était fermé depuis 2022 pour des travaux de rénovation et là, ça y est, le bâtiment a complètement été remis aux normes et repensé. Il proposera désormais des expositions interactives ainsi que des dispositifs numériques pour revivre la transformation d'Edo qui est l'ancien nom de Tokyo du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'était l'un des musées les plus populaires à Tokyo, donc ce retour est très attendu aussi bien par les touristes que par les Japonais. J'avais eu l'occasion de le visiter plusieurs fois et c'est un musée qui est vraiment passionnant si on s'intéresse un tout petit peu à l'histoire du Japon et de Tokyo. Et pour finir, sans doute l'ouverture la plus médiatisée de 2026, le Poképark Kanto qui est le premier parc permanent Pokémon au monde. Ce parc Pokémon sera intégré à Yomiuri Land, qui est un parc d'attractions situé à l'ouest de Tokyo, et il proposera deux zones principales. La première zone, c'est Pokémon Forest, une balade immersive en pleine nature avec plus de 600 Pokémon taille réelle cachés un peu partout. Et puis la deuxième zone, c'est Sedge Town, une zone urbaine avec des boutiques exclusives, un mini Pokémon Center, un gymnase interactif et même des parades Pokémon prévues tous les jours. L'ouverture de ce parc Pokémon est prévue le 5 février 2026 et à mon avis, ça va être difficile d'avoir des billets. Et maintenant, comme promis en début de vidéo, en petit bonus,
quelle est la meilleure période pour partir au Japon en 2026? Si jamais tu es justement en train de planifier ton voyage pour aller au Japon en 2026, tu te demandes peut-être quelle est la meilleure période pour venir. Alors déjà en 2026, il y a deux grands événements à garder en tête. Le premier, c'est le Nouvel An chinois qui tombe en février 2026. Les vacances s'étalent environ du 17 février à début mars, et pendant cette période, le Japon va être littéralement pris d'assaut par les touristes chinois. Normalement, février, c'est l'un des moments les plus calmes pour voyager au Japon, parfait pour profiter des temples ou des onsen tranquillement. Mais depuis 2025, on le voit clairement, hein, les touristes chinois sont revenus en masse au Japon, et donc pendant cette période, il faudra faire attention parce qu'il va y avoir des tarifs beaucoup plus élevés pour les hôtels et beaucoup plus de monde dans tous les sites touristiques. Le deuxième grand événement, je t'en ai parlé juste avant, ce sont les Jeux Asiatiques de 2026 qui auront lieu à Nagoya du 19 septembre au 4 octobre. Et là aussi, ça va avoir un impact sur tout le pays, que ce soit sur les vols, sur les hôtels et même sur les trains. Donc si tu veux éviter la foule et profiter de tarifs un peu plus abordables, essaye d'éviter ces deux périodes. Et si tu veux savoir exactement quand partir pour avoir le meilleur équilibre entre la météo, les prix et l'affluence, j'ai justement fait une vidéo sur le sujet où j'aborde les 6 périodes à éviter et les 3 meilleures saisons pour voyager au Japon avec plein d'astuces pour éviter le surtourisme.